Bienvenue sur Conseil pour un milliardaire, là où vous recevez des conseils pratiques pour bâtir votre entreprise et devenir un milliardaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'investissement, notamment de 15 principes fondamentaux pour réussir votre investissement. Si la création d'entreprise vous intéresse ou si vous voulez devenir un entrepreneur, vous devez vous familiariser avec le mot investissement, étant donné que c'est le quasi quotidien de tout entrepreneur ou de tout chef d'entreprise. Donc le premier principe, c'est l'épargne. Vous devez épargner en conséquence. Investir, c'est quoi? Investir, c'est tout simplement mettre une certaine somme au service d'un projet ou d'une activité dans l'espoir que cette activité ou ce projet gagne de la valeur et qu'au final, on gagne ce qu'on appelle un rendement ou des intérêts. Donc, réunir des ressources financières principalement, mais également matérielles, humaines, des ressources humaines. Combiner ces ressources au service d'un projet pour que ce projet gagne de la valeur et on puisse tirer un bénéfice. Plus les ressources que nous allons mettre au service de ce projet seront énormes, plus on peut espérer de meilleurs intérêts ou des meilleurs rendements. Donc par exemple, si on prend deux projets, un projet de vente de beignets par exemple ou de gâteaux et un projet immobilier, c'est-à-dire acheter un bâtiment que vous allez revendre ou acheter un bâtiment dans lequel il y a des appartements que vous allez mettre en location. Donc les ressources financières que vous devez réunir pour le projet de vente de beignets sont nettement inférieures aux ressources financières affectées au projet de bâtiment ou de projet immobilier. Donc, il est important d'épargner en conséquence, c'est-à-dire épargner en fonction du projet pour lequel vous voulez investir. Si vous voulez investir pour un petit projet, vous pouvez avoir une petite épargne. Par contre, si vous voulez investir pour un gros projet, par exemple, acheter un bus pour une compagnie de transport, vous conviendrez avec moi que l'épargne doit être beaucoup plus conséquente. Donc la première règle ou le premier principe en investissement, c'est l'épargne. Donc vous devez épargner en conséquence en fonction du projet dans lequel vous voulez investir. Un petit projet peut nécessiter une petite épargne. Par contre, un gros projet va nécessiter une grosse épargne. Le deuxième principe, c'est que vous devez être raisonnable. C'est un principe de sécurité. Vous devez investir environ 10 à 20% de votre épargne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les investissements qui rapportent des bénéfices. Et je pourrais même dire que la plupart des investissements que nous faisons se soldent par des échecs ou tout simplement la réussite que nous attendons n'est pas à 100%. Donc si vous investissez dans un projet et que vous espérez avoir 70% du bénéfice ou 70% de la somme que vous avez investie, parfois vous ne récoltez que 10 à 20%. Et ça, c'est pour les plus chanceux. Les moins chanceux perdent carrément tout leur argent. Donc, vous devez être raisonnable lorsque vous investissez. Raisonnable, ça veut dire appliquer un certain principe de sécurité parce que rien ne garantit que votre investissement sera une réussite. Il y a un principe théorique qui dit que plus vous investissez dans un projet, plus la possibilité d'avoir de gros bénéfices, plus vous avez la possibilité d'avoir de gros bénéfices. Mais ça, c'est une règle théorique parce que en pratique, ce n'est pas toujours le cas. Et beaucoup de gens se font escroquer ou arnaquer parce qu'on leur explique que plus ils mettront de l'argent dans un projet, plus ils auront de bénéfices. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, vous ne devez pas investir tout votre argent. Peu importe les promesses de rendement qu'on vous fait, ou peu importe que quelqu'un ait investi dans ce projet et pour lui ça a marché, rien ne garantit que pour vous, ça marchera de la même manière. Donc, vous devez investir 10 à 20% de votre épargne et au cas où l'investissement ne porte pas de fruits, au moins il vous reste 80 à 90% de vos économies encore intactes, ce qui vous permettra soit de réinvestir dans ce projet parce que vous aurez appris de vos erreurs, soit d'investir dans un autre projet qui pourrait s'avérer porteur. Donc, deuxième principe, sur le principe de sécurité, il ne faut pas investir tout votre argent ou toute votre épargne juste par appât du gain, juste pour
gagner plus. Le troisième principe de l'investissement, c'est que tout le monde peut investir ou tout le monde doit investir. Lorsque je dis tout le monde, j'ai deux éléments en tête. Le premier élément, c'est l'argent, donc la situation financière. Le deuxième élément, c'est l'âge, donc le temps. Et ça, c'est deux éléments importants lorsqu'on parle d'investissement. C'est combien vous êtes prêt à mettre dans le projet et combien de temps vous êtes prêt à attendre pour pouvoir avoir le revenu. Donc, au niveau de l'argent, tout le monde peut investir. Que ce soit ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui ont moyennement d'argent ou ceux qui n'ont pas d'argent du tout. Oui, si vous n'avez pas d'argent, vous avez au moins un talent, vous avez au moins des connexions, donc des gens que vous connaissez qui peuvent vous aider à investir. Dans tous les cas, tout le monde a quelque chose qui peut investir. Rappelez-vous qu'investir, c'est mettre des ressources, donc financières, matérielles, en termes de temps, des ressources physiques, dans un projet dans le but d'avoir des bénéfices. La seule différence ici, c'est que plus vous mettrez de l'argent dans un projet que vous maîtrisez et que vous pouvez gérer, plus votre bénéfice sera grand. Donc, c'est logique, hein? Celui qui met plus d'argent dans son projet va récolter plus de bénéfices. Celui qui met moyennement va récolter un bénéfice moyen et celui qui investit très peu va récolter un petit bénéfice. Dans tous les cas, tout le monde peut investir. La deuxième chose, c'est au niveau de l'âge, donc le temps que vous êtes prêt à mettre pour pouvoir récolter votre bénéfice. Et ici, il y a ceux qui pensent qu'ils sont trop jeunes pour investir et d'autres pensent qu'ils sont trop vieux pour investir. Si l'on prend l'exemple de l'investissement immobilier, la plupart des gens qui achètent des maisons pour revendre ou qui achètent des immeubles le font avec l'aide de la banque. Donc la banque te prête un certain montant qui te permet d'acheter le bâtiment et à travers les loyers, donc à travers les locataires, tu rembourses le crédit à la banque et à la fin de ton remboursement, le bâtiment t'appartient. Le bémol, c'est que cette opération prend 10, 15, voire 20 ans. C'est après 20 ans que le bâtiment va te revenir. Ce qui veut dire que si tu es entre 20 et 30 ans, ou même entre 15, parce qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs de 15 ans, il y a des entrepreneurs adolescents. Donc, si vous êtes entre 15 et 30 ans, c'est le meilleur moment pour investir. Parce que plus vous allez mettre de l'argent et plus vous êtes prêt à attendre longtemps, plus votre investissement, votre bénéfice sera gros. Donc, être jeune, c'est le meilleur moment pour investir. Dommage que la plupart des jeunes, nous tous, hein, y compris lorsqu'on était jeunes, c'est plus la distraction qui nous intéresse, la fête, plutôt que les affaires. Mais si vous avez des petits frères ou des enfants, je vous encourage à les encourager à s'intéresser à investir, soit à créer une entreprise, soit investir en bourse ou investir dans l'immobilier. Donc, le troisième principe de l'investissement, c'est que tout le monde peut investir. Que vous ayez beaucoup d'argent, moyennement ou pas beaucoup d'argent, chacun peut investir dans des projets en fonction de ses capacités financières. La deuxième chose, c'est l'âge. Que vous soyez jeune ou moins jeune, vous pouvez toujours investir. Que vous ayez 20, 30 ans ou que vous ayez 50, 60 ans, à 50, 60 ans, vous pouvez toujours investir dans des projets qui vont porter dans 1 an ou 2 ans ou même 5 ans, pourquoi pas. Le quatrième principe fondamental dans l'investissement, c'est que vous devez apprendre à vous connaître. Quel type d'investisseur êtes-vous? Et les experts ont détecté deux types principaux d'investisseurs. Il y a l'investisseur actif et l'investisseur passif. Donc, qu'est-ce qui distingue les deux? L'investisseur actif
est beaucoup plus entreprenant. C'est-à-dire, il est prêt à se former, il est prêt à s'informer, il est prêt à prendre beaucoup plus de risques, il est prêt à investir dans beaucoup de domaines différents, il est prêt, l'investissement, le capital qu'il est prêt à mettre dans ces investissements est beaucoup plus énorme que l'investisseur passif. L'investisseur passif, c'est celui qui ne veut pas prendre beaucoup de risques, c'est celui qui préfère attendre, c'est-à-dire une fois qu'il a mis son capital dans un investissement, il peut attendre pendant longtemps sans faire de changement, sans investir plus, sans faire de recherche et sans se former. Donc, vous devez apprendre à vous connaître et apprendre votre sensibilité à prendre un risque. Est-ce que vous êtes du genre à prendre tous les risques possibles, advienne que pourra, ou vous êtes du genre à beaucoup réfléchir avant de mener une action, beaucoup réfléchir avant de prendre des risques? En matière de création d'entreprise, par exemple, un investisseur actif va lui-même créer cette entreprise et peut-être lui-même gérer l'entreprise. Donc, il va la créer, il va la gérer, il va chercher des partenaires, il va recruter des gens pour travailler dans cette entreprise. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est lui qui va gérer, qui va trouver la solution trouver la solution à ces problèmes-là. Par contre, l'investisseur passif, en matière de création d'entreprise, il va juste participer au capital. C'est-à-dire, il sera juste un actionnaire, mais la gestion quotidienne de l'entreprise ne va pas l'intéresser. Donc, il ne sera pas trop intéressé à la gestion quotidienne de l'entreprise. À la limite, il y aura des réunions peut-être hebdomadaires ou des réunions mensuelles pour pouvoir faire l'état des comptes de l'entreprise, mais l'investisseur passif ne sera pas engagé dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Donc, vous devez apprendre à vous connaître, savoir si vous êtes un investisseur beaucoup plus actif, donc qui est engagé dans la gestion quotidienne de votre investissement, ou un investisseur passif qui a confié la gestion à d'autres personnes et qui attend juste le bénéfice. Le cinquième principe fondamental en investissement, c'est que vous devez définir vos objectifs. Et définir vos objectifs ici, c'est en termes de court, moyen ou long terme. Dans quel type de projet vous voulez investir? Voulez-vous investir dans des projets à court terme, c'est-à-dire des projets qui ne vous demandent pas beaucoup de moyens, mais qui peuvent rapporter de l'argent tout de suite? Par exemple, le projet de vente de gâteaux ou de vente de beignets, vous pouvez investir très peu et très vite, cela peut vous rapporter de l'argent. Vous ne deviendrez pas riche aussitôt, mais at least, au moins dans les quelques semaines, dans les quelques semaines, quelques mois qui suivent, vous pouvez commencer à faire de l'argent. Ou voulez-vous investir dans des projets à moyen terme? Par exemple, un restaurant peut être considéré comme un projet à moyen terme. Pourquoi? Parce que ça va vous demander un certain nombre de ressources, mais pour avoir de l'argent, ça peut prendre quelques mois ou maximum un an. Vous pouvez commencer à avoir de l'argent. Vous ne serez peut-être pas rentable, mais à travers la vente de vos plats, vos repas, ainsi de suite, vous pouvez commencer à faire de l'argent. Donc, le restaurant peut être considéré comme un projet à moyen terme. Par contre, le projet de l'immobilier, c'est-à-dire acheter un immeuble et le mettre en location, mettre les appartements en location, c'est un projet à long terme, étant donné que c'est la banque qui vous aide à acheter le bâtiment et vous devez rembourser à travers les loyers des locataires, vous devez rembourser le prêt de la banque et le bâtiment vous revient très généralement après 15 voire 20 ans. Donc ça, c'est un projet à long terme. Donc, vous devez définir vos objectifs. Voulez-vous investir dans un projet à court terme? Voulez-vous investir dans un projet à moyen terme ou un projet à long terme? La deuxième chose, c'est qu'allez-vous faire avec le bénéfice que ces projets, que ceux ou ces projets-là vont vous générer. Donc, tout à l'heure, je disais que le but de tout investissement, c'est d'avoir du bénéfice, donc avoir des intérêts, avoir du bénéfice. Qu'allez-vous faire avec ce bénéfice? Allez-vous épargner? Donc, allez-vous renforcer votre épargne? Allez-vous réinvestir dans le projet qui vous a rapporté ce bénéfice-là? Ou allez-vous investir dans d'autres projets? Donc, vous devez définir vos objectifs en ces termes-là également. Donc, en termes de temps court, moyen ou long terme, mais également en termes d'utilisation du bénéfice que
ce ou ces projets vont vous générer. Le sixième principe fondamental, c'est que vous devez contrôler vos émotions. Et les émotions ici, il y a deux émotions principales. Il y a la première qui est positive, c'est-à-dire lorsque vous investissez dans un domaine et que cela vous apporte un bénéfice. Donc, vous êtes tellement en joie, vous êtes tellement enthousiaste que vous avez tendance à investir plus parce que vous vous dites que si j'ai investi et ça apporte du fruit, si j'investis encore plus, ça va apporter encore plus de fruits. Théoriquement, c'est vrai, mais dans la pratique, c'est pas toujours vérifié. Parce que si votre premier investissement apporte du fruit, c'est certainement parce qu'on était dans une situation économique favorable, où le marché était favorable, le produit que vous avez vendu ou le service que vous avez vendu était très demandé. Mais cela ne garantit pas que si vous investissez encore davantage, ça va produire le même résultat positif. Donc, vous devez contrôler cette émotion de joie, cette émotion, cet enthousiasme. Vous devez contrôler cela et vous demander pourquoi lorsque j'ai investi, ça a marché et faire en sorte que les moyens ou les astuces ou les armes que vous avez utilisées pour que ça marche, faire en sorte que ces mêmes conditions-là soient réunies lorsque vous allez investir la seconde fois. Donc la première émotion, c'est la joie et la deuxième émotion, c'est le découragement. Et là, c'est lorsque votre investissement n'est pas positif, lorsque votre investissement est négatif, c'est-à-dire vous avez investi de l'argent et vous avez tout perdu ou vous avez perdu une partie de ce que vous avez investi ou vous avez eu des bénéfices mais pas à la hauteur de vos attentes. Donc si vous investissez 1 million dans un projet pour que ça vous rapporte 3 millions, mais que ça vous rapporte 1 million 100 000, vous avez un bénéfice de 100 000, mais le bénéfice n'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Donc, ça peut créer une émotion contraire à la joie, donc la déception. Et vous devez également contrôler cette déception-là. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que vous avez investi premièrement et que l'investissement n'a pas porté de fruit que vous ne pouvez pas investir davantage. Donc, vous pouvez investir davantage et analyser, chercher à comprendre pourquoi la première fois ça n'a pas marché, tirer une leçon de vos erreurs et pouvoir investir davantage, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de connaissances et beaucoup plus d'informations. Donc, vous devez contrôler ces deux émotions principales. Donc, lorsque vous faites un investissement positif, vous devez contrôler votre joie. C'est pas parce que ça a marché une première fois que vous allez vous laisser aller à investir davantage et contrôler également la déception, le découragement. C'est pas parce que la première fois ça n'a pas marché que vous ne pouvez plus investir dans ce domaine-là. Donc, sixième principe, vous devez contrôler vos émotions. Le septième principe fondamental, c'est que vous devez vous former. Vous ne pouvez pas investir dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Et ça, tous les professionnels de l'investissement, tous les chefs d'entreprise qui ont du succès, tous ceux qui ont l'expérience dans le domaine des affaires vont vous dire la même chose. Vous devez vous former dans ce dans quoi vous voulez investir. Et ici, la formation est à deux niveaux. La formation est au niveau technique. Si vous voulez investir dans la fabrication ou la vente de gâteaux, de beignets, vous devez vous former, apprendre à fabriquer ou à préparer ces gâteaux-là. Si vous voulez investir dans l'immobilier, vous devez apprendre, parce que l'immobilier, c'est un domaine vaste en lui-même. Vous devez apprendre c'est quoi l'immobilier, quels sont les principes de l'immobilier, comment faire pour acheter un bâtiment, quelles sont les garanties sur le plan juridique, qu'est-ce que cela demande, etc. Vous devez vous former sur le plan technique. Si vous voulez investir dans le domaine de l'élevage de poules, par exemple, vous devez vous former sur la technique. Quel est le type de poule que vous voulez élever, comment nourrir les poules, comment les loger, comment les soigner, etc., comment les vendre. Donc, la formation, le premier niveau de formation, c'est la technique proprement dite. Dans quoi vous voulez investir? Si vous voulez investir dans un salon de coiffure, est-ce que vous savez comment coiffer? Est-ce que vous connaissez les machines qu'il faut installer dans le salon de coiffure, etc. Donc, le premier niveau de formation, c'est le niveau technique. Le deuxième niveau de formation, c'est le niveau gestion. Parce que au-delà de la technique,
vous êtes d'abord un entrepreneur ou un chef d'entreprise. Donc, vous devez apprendre la gestion. Donc, comment gérer une entreprise. Et ça, c'est un autre niveau parce que ici, il s'agit d'un niveau managérial. Donc, vous devenez un manager. Donc, premier niveau de formation, c'est la formation technique. Donc, le métier dans lequel vous voulez investir. Deuxième niveau de formation, c'est investir dans la gestion vous former autant que moi. Premier niveau de formation, c'est la technique. Deuxième niveau de formation, c'est la gestion. Vous devez vous former en gestion d'entreprise parce que cela demande d'autres capacités. Et surtout, ne jamais investir dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Le huitième principe fondamental de l'investissement, c'est le risque. Donc, la notion de risque. Chaque investissement est accompagné par un niveau de risque. Donc, selon que vous mettiez beaucoup de moyens dans un projet ou que vous mettiez juste un peu de moyens, cela détermine la grandeur du risque que vous êtes en train de prendre. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est simplement un danger ou le fait de ne pas pouvoir rentabiliser. Donc, le fait de ne pas pouvoir récupérer l'argent que vous avez investi. Mais le risque ici, il faut le catégoriser. Il y a 3 catégories de risques. Donc, la première chose à faire, c'est de déterminer si le risque est interne à l'entreprise ou si le risque vient de l'extérieur. La deuxième chose, est-ce que c'est un risque financier ou c'est un risque non financier? La troisième chose, est-ce que c'est un risque contrôlable ou un risque, autant pour moi, incontrôlable? De façon générale, les risques que vous pouvez contrôler facilement sont les risques internes à l'entreprise, c'est-à-dire le risque de gestion. Est-ce que celui qui gère l'entreprise a les capacités de pouvoir l'amener à un autre niveau ou au niveau supérieur? Est-ce que celui qui gère l'entreprise a les capacités, a la formation, les capacités pour bien la gérer? Si vous répondez non à ces interrogations, ça veut dire qu'il y a un risque que l'entreprise fasse faillite ou un risque que l'entreprise ne fasse pas de bénéfices. Et ce risque-là est interne. Et puisqu'il est interne, il est contrôlable. Ça veut dire qu'on peut juste changer le manager, changer celui qui gère l'entreprise et recruter une personne mieux qualifiée pour pouvoir gérer cette entreprise. Donc le risque là, il est contrôlable parce qu'il est interne. Par contre, si le risque est externe, notamment la crise du Covid ou une situation économique qui n'est pas très favorable, où l'État prend la décision que dans tel secteur, à partir d'aujourd'hui dans tel secteur, voici les nouvelles mesures, etc. Ça, c'est des risques externes que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, quand l'État décide que à partir d'aujourd'hui, c'est le confinement, tout le monde reste à la maison, vous en tant qu'entreprise ou en tant qu'investisseur, vous ne pouvez pas contrôler cela. C'est un risque. Pourquoi? Parce que si tout le monde reste à la maison, ça veut dire que mon restaurant ou le restaurant que vous avez ouvert, il n'y aura pas de clients. Ça veut dire que si tout le monde reste à la maison, votre entreprise de transport, donc les bus que vous avez achetés très cher, ne pourront pas transporter des gens et vous n'allez pas avoir des bénéfices sur votre investissement. Donc, la notion de risque, il faut la catégoriser. Est-ce que le risque est interne à l'entreprise? Est-ce que et ça, c'est une notion. La notion de risque, nous allons aborder la notion de risque dans une autre vidéo parce que c'est quand même assez large. Donc, est-ce que le risque est associé à mon entreprise ou c'est associé à l'extérieur? Ça, c'est très important. Donc, c'est plus contrôlable lorsque le risque vient de nous, mais moins contrôlable lorsque ça vient de l'environnement, c'est-à-dire soit l'État a pris une mesure, soit il y a une situation sanitaire ou une situation économique défavorable, etc. Maintenant, à cette notion de risque, il faut voir le risque pas comme quelque chose qui doit vous empêcher d'investir. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tout investissement est associé à un risque. Et un bon investisseur doit non seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, catégoriser le risque, mais il doit également gérer ce risque. Et là, on passe au 9e principe fondamental, c'est la gestion du risque. Donc, une fois que vous êtes face à ce risque, lorsque votre investissement fait face à ces différents risques, comment est-ce que vous devez gérer? Donc, il y a 4 comportements principaux que vous devez aborder pour pouvoir gérer ce risque-là. Le premier comportement, c'est que vous devez éliminer le risque. Et pour éliminer le risque, il faut avoir du contrôle sur ce risque-là. Donc, ça veut dire que ce risque-là est interne. Ça veut dire que vous devez améliorer la gestion de votre entreprise, c'est-à-dire si le manager n'est pas compétent,
il faut éliminer ce risque, c'est-à-dire il faut changer la personne. Mais c'est pas seulement le manager, ça peut être les techniciens, c'est-à-dire si vous êtes une entreprise de transport par exemple, il se peut que vos chauffeurs ne soient pas compétents, ce qui veut dire que vous devez éliminer ce risque, donc vous devez les virer tout simplement et les remplacer. Donc c'est une manière d'éliminer le risque. Donc le premier comportement, c'est qu'il faut éliminer le risque. Le deuxième comportement, c'est qu'il faut réduire le risque. Comment réduire le risque? Par exemple, vous pouvez décider, si au départ l'investissement était prévu à 20 000 euros par exemple, donc environ 10 millions de francs CFA, vous pouvez décider, à cause de cette situation économique incertaine, vous pouvez décider d'investir 5 000 euros. Donc environ 2 500 000, 3 millions de francs CFA. Donc une manière de réduire le risque, vous pouvez réduire le capital que vous décidez d'investir. Donc si au départ c'est un capital important, vous pouvez décider d'investir beaucoup moins que ce qui était prévu au départ. Ou vous pouvez décider d'investir, au lieu d'investir dans un projet à moyen ou à long terme, vous pouvez décider d'investir dans un projet à court terme. Donc plus le temps est court, plus le risque est réduit. Comme on dit, personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Donc plus votre projet est étalé sur des années, plus le risque est grand. Donc pour réduire le risque, il faut réduire la longévité de votre projet. Donc ça, c'est deux éléments qui peuvent permettre de réduire le risque. Donc investir beaucoup moins d'argent et veiller à ce que votre projet, que le rendement soit espéré sur une très courte période. Donc pour gérer le risque, il faut éliminer le risque, il faut réduire le risque, mais vous pouvez également le transférer le risque. Et je peux prendre l'exemple de la technologie par exemple. Si vous êtes dans un domaine assez technologique et que pour fabriquer ce produit, il faut une machine très sophistiquée qu'il va falloir peut-être importer de l'extérieur, c'est très risqué pour vous. Pourquoi? Parce que non seulement il faut acheter cette machine sophistiquée, donc ça veut dire qu'elle va coûter cher, mais également il faudra du personnel pour pouvoir manager, donc utiliser cette machine au quotidien, et si elle tombe en panne, il faudra la réparer. Donc ça, c'est un risque technologique que vous pouvez rencontrer dans votre domaine d'investissement. Et ce risque-là, vous pouvez transférer ça à une autre entreprise. C'est-à-dire, au lieu d'acheter la machine et de faire la fabrication vous-même, vous pouvez confier la fabrication de ce produit. Ça peut être des jus, ça peut être, peu importe. Mais si votre produit ou votre service, pour pouvoir le fabriquer, ça a besoin d'une très haute technologie, au lieu d'acquérir la technologie vous-même, vous pouvez transférer ce risque-là sur une entreprise qui le fait déjà et faire fabriquer ce produit. Donc on appelle ça la sous-traitance. Donc faire fabriquer ce produit et vous contenter uniquement de la vente ou de la promotion de ce produit-là. Donc éliminer le risque, réduire le risque, vous pouvez transférer le risque, mais vous pouvez également accepter le risque. C'est-à-dire, si ce risque-là ne perturbe pas considérablement votre activité, vous pouvez accepter le risque tout simplement. Je prends l'exemple, par exemple, de la coupure d'électricité. En Afrique, il y a beaucoup de délestage électrique, c'est-à-dire des coupures intempestives d'électricité. Si vous êtes une banque et si vous êtes une épicerie, la banque fonctionne avec les données, donc fonctionne avec Internet. 90% du travail de la banque se fait sur ordinateur, donc à travers des données. Donc une coupure d'électricité. Donc si dans une journée, vous avez 3 coupures d'électricité qui durent 4 heures de temps, pour la banque, c'est inacceptable. Donc la banque ne peut pas accepter ce risque-là, autant pour moi. Donc même si la banque est installée dans un pays où il y a beaucoup de délestage, la banque va acheter soit un groupe électrogène pour qu'à chaque fois qu'il y a un délestage général, la banque continue de fonctionner, parce que sans électricité, c'est difficile pour une banque de fonctionner. Par contre, une épicerie peut accepter ce risque de supporter le délestage électrique, même si ça va porter préjudice, parce que dans l'épicerie, on a quand même des réfrigérateurs ou des congélateurs avec de la nourriture, ainsi de suite. Mais le risque est beaucoup plus acceptable pour une épicerie plutôt que pour une banque. Donc, gérer le risque signifie éliminer le risque, vous devez le réduire, vous devez le transférer ou vous devez l'accepter tout simplement si cela ne perturbe pas la majeure partie de votre activité. Le 10e principe, c'est la notion de temps.
vous devez donner du temps à votre investissement. Je ne sais pas qui l'a dit, on ne peut pas planter, arroser et récolter le même jour. Donc, vous devez donner du temps à votre investissement. Et beaucoup de gens se font arnaquer. Pourquoi? Parce que ils veulent gagner gros tout de suite, sans effort, sans laisser le temps à la graine de pouvoir grandir et de pouvoir donner du fruit. Donc, tout investissement nécessite du temps, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Et derrière la notion de temps, il y a la notion de rentabilité. Plus vous voulez vite, moins vous allez gagner. Plus vous êtes prêt à donner du temps à votre investissement, plus vous allez gagner. Et si au niveau de la notion du temps, il y a beaucoup qui sont réticents à attendre 10, 20 ans, voire 30 ans pour pouvoir récolter du gros bénéfice parce qu'ils se disent que dans 10, 20, 30 ans, je ne serai peut-être plus dans ce monde ou je serai à un âge tellement avancé que je ne pourrai pas profiter des bénéfices de mon investissement. Mais si vous pensez comme ça, c'est que vous oubliez que vous êtes sur cette terre pas seulement pour vous, mais que vous devez également passer un héritage à vos enfants et peut-être même aux enfants de vos enfants. Donc même si après 10, 20, 30 ans, vous aurez un âge vraiment avancé, vous ne faites pas cet investissement seulement pour vous, mais vous le faites également pour vos descendants, donc vos futures générations. Donc la notion de temps est très importante dans l'investissement. Donnez du temps à votre investissement pour pouvoir récolter un plus gros bénéfice. Le 11e principe fondamental, c'est que vous devez diversifier vos placements. C'est-à-dire que vous ne devez pas mettre tous les œufs dans un même panier. Imaginez un seul instant que vous preniez toutes vos économies, autant pour moi, et que vous investissiez dans un seul projet sous prétexte que c'est ce projet-là qui va porter, ou ce projet-là est très porteur, sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui investit dans ce projet et il a eu de gros bénéfices. Imaginez un seul instant que ce projet, qu'à votre tour, lorsque vous investissiez ou lorsque vous décidiez de mettre de l'argent, ce projet ne rapporte pas gros ou rapporte rien du tout. Vous aurez perdu tout votre argent parce que vous avez misé sur un seul projet. Il est recommandé que ce soit en bourse, que ce soit en matière de création d'entreprise ou en matière d'immobilier, il est recommandé de toujours diversifier ses revenus, donc diversifier ses investissements. C'est vrai qu'au départ, vous ne pouvez pas investir dans tout, étant donné qu'investir, c'est très difficile. Vous pouvez commencer à créer une entreprise ou créer une activité génératrice de revenus et dès que cette activité vous rapporte de l'argent, vous allez en bourse, vous achetez des actions ou achetez de la monnaie et une fois que cette activité également porte du fruit, vous commencez à investir dans l'immobilier, à acheter des petits appartements, à acheter des espaces de parking et ainsi de suite. Mais l'idée ici, c'est que vous devez diversifier vos investissements. Vous ne devez pas investir dans un seul domaine parce que souvenez-vous que même si à votre niveau, il n'y a pas de problème, il y a des risques extérieurs à vous. Donc, un risque qui vient d'une conjoncture économique, qui vient d'une décision du gouvernement, etc. Et il sera vraiment difficile d'investir tout votre argent dans un domaine et que ce domaine-là s'avère non productif. Donc, 11e principe, diversifier vos placements ou vos investissements. Le 12e principe, je reviens encore là-dessus, c'est garder une épargne de précaution. Vous ne pouvez pas investir tout votre argent sous prétexte que cette activité est fructueuse ou que cette activité... J'ai vu beaucoup de gens investir dans le e-commerce parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui disent voilà comment j'ai eu 100 000 euros en 3 semaines, 10 000 euros en 2 jours, 1 million d'euros en 2 mois. Tout ça, ce sont les vendeurs d'illusions et c'est des mensonges. Et dès que les personnes qui ne sont pas avisées entendent ce genre de choses, elles sont prêtes à investir toutes leurs épargnes. Pourquoi? Parce que on leur a promis d'avoir 500 000 euros en une semaine ou 1 million d'euros en 2 semaines. Donc, gardez toujours une épargne de précaution. C'est tellement important que je suis obligé de répéter cette astuce une fois de plus. 13e astuce fondamentale. Lancez-vous maintenant. Il y a ce qu'on appelle la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce que vous devez faire maintenant. La plupart des gens ont des excuses.
Ils disent que si j'avais plus d'argent, si j'avais plus de temps, si j'étais plus jeune, si j'étais plus vieux, j'aurais pu investir. Vous n'avez aucune raison pour ne pas le faire maintenant. Pourquoi? Parce que rien ne garantit que la situation dans laquelle vous êtes va s'améliorer, que ce soit une situation personnelle ou une situation liée au pays dans lequel vous êtes ou à la ville, etc. Donc vous devez vous lancer maintenant, que ce soit en termes d'âge, que vous soyez jeune ou vieux, vous devez vous lancer maintenant. Que ce soit en termes de circonstances défavorables, c'est-à-dire vos économies ne sont pas au beau fixe, en ce moment vous n'avez pas de logement, vous vivez chez un frère ou un cousin ou un ami, peu importe les raisons que vous allez donner, c'est maintenant qu'il faut investir. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que le meilleur moment que vous imaginez dans votre esprit, ce moment-là où vous n'aurez aucun problème, vous n'aurez aucun défi, vous aurez l'argent suffisant, toutes les circonstances, toutes les étoiles vont s'aligner pour que vous puissiez investir en toute sécurité. Ce moment-là n'arrivera jamais. Ce moment-là n'arrivera jamais. Votre situation, une partie de votre situation va certainement s'améliorer, mais vous n'aurez jamais un moment dans votre vie où vous n'avez pas de problème, où vous n'avez pas de défi. Vous n'aurez jamais dans votre vie un moment où tous les domaines de votre vie sont parfaits. Tous les feux sont ouverts. Allez-y, vous allez réussir. Cette situation n'arrivera certainement pas. Certains domaines de votre vie vont s'améliorer, mais vous aurez toujours des challenges ou des défis à chaque étape de votre vie. Donc, le meilleur moment pour se lancer en investissement, c'est maintenant. Que ce soit pour créer votre entreprise, que ce soit pour acheter un bâtiment locatif ou que ce soit pour investir en bourse, lancez-vous maintenant. Comme j'aime à le dire, arrêtez de rêver et passez à l'action. Le 14e pilier de l'investissement, c'est que vous devez privilégier l'investissement socialement responsable. Donc, socialement responsable ici, c'est tout simplement privilégier les investissements dans les entreprises ou dans les activités qui tiennent compte de l'environnement. Donc, qui tiennent compte du social et de... bon, quand on parle de l'environnement, tout ça c'est inclus. Vous allez remarquer que de plus en plus, les entreprises font attention à leur image. Mais que ce ne soit pas seulement un problème d'image, mais que ce soit un problème de responsabilité sociale. Donc, vous devez éviter d'investir dans les entreprises qui ont un impact négatif sur l'environnement. Donc, vous pouvez observer aujourd'hui, il y a beaucoup d'inondations par-ci, des incendies, des forêts qui prennent feu à n'en point finir, etc. Même cette pandémie, hein, tout ça, ça peut être le résultat d'une exploitation abusive des ressources naturelles. Donc, vous devez investir dans des entreprises qui sont responsables, donc qui font attention à comment on traite les animaux, à comment on traite les déchets industriels, etc. Donc, privilégier les investissements responsables, c'est aussi investir une partie de votre bénéfice dans des orphelinats pour permettre aux moins privilégiés ou aux démunis de pouvoir avoir accès à l'éducation. Être socialement responsable, ça peut être aussi construire un barrage hydroélectrique pour fournir de l'électricité dans un village, etc. Donc, privilégiez que ce soit vous-même lorsque vous créez votre entreprise ou lorsque vous décidez d'acheter des actions, c'est-à-dire acheter des parts dans des entreprises déjà existantes, vous devez privilégier des entreprises qui font attention au social et à l'environnement. Et le dernier principe, dernier pour cette vidéo, mais qui n'est pas le dernier principe de façon générale, c'est que vous devez travailler dur. Vous devez bosser dur. Bosser intelligemment, oui, mais c'est dur de bosser intelligemment. Il n'y a rien qui arrive facilement. Si c'est facile, c'est que c'est pas bon. Donc, je disais tout à l'heure que sur Internet et sur YouTube, on va vous promettre 500 000 € en une semaine. On va vous promettre 120 000 € en un jour. Ce sont des vendeurs d'illusions. Ils vont vous montrer des Mercedes, ils vont vous montrer des maisons. Tout ça, c'est du mensonge. Lorsque un travail est bien fait dans la légalité, ça prend du temps. Maintenant, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, vous pouvez en très peu de temps vous faire connaître à des millions de gens dans le monde. En très peu de temps vous faire connaître votre service, faire connaître votre bien ou votre marque à des millions de gens en utilisant les réseaux sociaux. C'est très efficace aujourd'hui. Donc les choses vont un peu plus vite aujourd'hui
Mais il y a un principe qui va traverser les époques, c'est qu'il faut travailler. Travailler dur. Dans la formation, il faut vous former, aller vers les experts, aller vers ceux qui ont réussi, acheter des cours, dépenser de l'argent. Il faut vous donner du temps. Parce que chaque domaine dans lequel vous voulez investir, il y a ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Il y a des choses propres à ce domaine que vous devez connaître si vous voulez que votre investissement soit efficace. Donc, travaillez dans la formation, dans la recherche de l'information et dans le travail au quotidien de la gestion de votre investissement. Ne pas confier la gestion à quelqu'un d'autre et espérer seulement avoir des bénéfices. Et là également, beaucoup de gens se font escroquer, se font arnaquer parce qu'on leur dit donne-moi l'argent, j'irai travailler et je t'apporte telle somme chaque fin du mois et toi tu t'assois, tu croises les bras et tu attends juste l'argent. Cela ne marche pas et on voit comment beaucoup de gens sur les réseaux se plaindre de comment ils ont été escroqués, etc. Donc voici les 15 principes que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire quels sont les principes qui vous ont le plus marqué ou si vous avez des choses à ajouter, laissez un commentaire en bas. Ça va m'encourager à faire beaucoup plus de vidéos. Likez la vidéo et n'oubliez pas de partager. Certainement quelqu'un dans votre entourage a besoin de ces conseils-là. Donc, c'est conseils pour un milliardaire, là où vous recevez des conseils pratiques pour bâtir votre entreprise et devenir un milliardaire. C'est un programme créé par Dibas Management qui est une entreprise qui vous permet de créer, gérer et développer votre entreprise à l'international à travers des services tels que le coaching personnalisé, le business consulting, le marketing digital et le négoce international. Donc, pour plus d'informations, c'est www.dibasmanagement.com. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux Facebook, YouTube, Instagram. Le nom, c'est Dibas Management. Donc, l'homme s'appelle Al Dibas pour vous dire qu'il n'y a que l'action qui compte. Alors, arrêtez de rêver et passez à l'action.